Bienvenue pour la 11e conférence interactive, fruit du partenariat entre le Centre national d'enseignement à distance et l'École supérieure de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter avec vous le thème de la professionnalisation des enseignants. Derrière ce terme un peu jargonnant, nous allons rencontrer une réalité bien plus concrète. Dans un système éducatif français qui est soumis à des interpellations très fortes au travers de ses résultats, qui est engagé depuis 2013 dans des réformes profondes, finalement les enseignants se retrouvent au cœur d'enjeux qui bousculent leur certitude, qui bousculent aussi leur représentation du métier, qui les interpellent au plus profond de leur pratique et de leurs compétences même. Et d'ailleurs, durant cette émission, s'il est beaucoup question des enseignants, vous vous rendez bien compte que tout ce qu'on va pouvoir aborder peut concerner assez facilement le public des personnels de direction, puisque à l'origine, c'est notre public cible, même si au fur et à mesure des années, ce public s'est élargi à d'autres cadres de l'éducation nationale et plus généralement à tous les personnels. Alors aujourd'hui, pour évoquer cette question, avec moi sur le plateau, 4 invités. Bonjour. Bonjour. Anne Barrère, vous êtes professeure des universités en sciences de l'éducation à Paris-Descartes. Richard Witorski, bonjour. Vous êtes vous aussi professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université de Rouen. À vos côtés, Christine Boireau-Canet, bonjour. Bonjour. Vous êtes principale de collège dans l'Académie de Bordeaux. Et enfin, Régis Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université de Bordeaux. Cette émission, naturellement, est aussi la vôtre. Vous allez pouvoir intervenir tout au long de nos échanges, soit par le biais du forum sur le site de l'ESN-ESR, soit par le biais du forum sur la plateforme de formation du CNED, ou, si vous le pouvez, nous appeler directement sur le numéro de l'émission, le 05 49 49 01 12, le 05 49 49 01 12. Pour structurer nos propos, nous avons choisi d'organiser les échanges autour de 3 parties. Une première partie sur la notion de professionnalisation et ses liens avec le métier. Une deuxième partie, nous aborderons la formation des enseignants au travers de ses acteurs, de ses temporalités, de ses modalités également. Et enfin, nous nous interrogerons sur la réalité d'existence d'un terme qu'on utilise souvent et de plus en plus quand on parle de formation maintenant, l'établissement formateur. Et nous essaierons de vérifier si c'est un mythe ou une réalité. C'est un métier qui s'apprend. Enfin, on ne peut pas s'improviser comme ça, professeur, a priori. On ne naît pas prof, on le devient. Que c'est un métier qui s'apprend, ouais. Mais avec le temps. C'est un métier qui s'apprend au départ, qui s'apprend avant qu'on ait passé le concours et qui s'apprend au quotidien, sur le terrain, avec les collègues. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression de faire un vrai métier au contour extrêmement flou. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. J'ai toujours pensé que j'étais professeur avant d'être professeur de français. C'est avant tout la capacité à transmettre aux élèves à la fois des compétences, des connaissances, des savoirs, mais des savoir-être aussi, en termes de sociabilisation. Et ça s'apprend. Ça s'apprend et en même temps, dans la notion d'apprendre, on pourrait penser qu'il y a un guide. Et en fait, ça s'apprend tout seul. Donc ça s'apprend, mais avec des échecs et des réussites. Et ça s'apprend tout seul et ça met longtemps. Enfin, je ne sais pas à quel moment on se dit « ça y est, je sais ». Mais bon, moi, je ne me le dis pas encore. C'est absolument pas, ou presque pas, une question de savoir, selon moi en tout cas. C'est plus des savoir-faire, des manières de faire, d'amener les choses, etc. Mais finalement, les savoirs, ils sont presque accessoires. Enfin, en tout cas, on a des connaissances, mais si on a uniquement ces connaissances, on n'arrive à rien avec les élèves, en tout cas. Ça a changé puisque j'ai l'impression que les attentes envers l'école ont énormément changé. La confiance qu'on nous donne aux personnes qui sont dans l'institution a énormément changé aussi, dans un sens de méfiance. C'est un métier qui évolue au même titre que la société évolue, que les savoirs évoluent, que nous sommes en pleine révolution numérique qui a bousculé beaucoup de pratiques, beaucoup d'accès à la culture et à la connaissance. On est dans un système qui pose de nouvelles questions aux enseignants et qui leur demande de nouvelles fonctions, et ces nouvelles fonctions s'inscrivent dans les référentiels de ce qui est attendu d'eux. Il ne faut pas rêver. On ne rentre pas dans un métier en sachant tout, et en sachant tout pour
toute la durée d'une vie. Alors, est-ce que vous avez une première réaction à l'issue de ces propos tenus par l'équipe d'enseignants, un chercheur, un ancien recteur? Il y a trois Régis Mallet. éléments qui me paraissent intéressants de relever dans cette première série de témoignages. C'est d'abord l'idée d'un apprentissage sur la durée. Le métier d'enseignant est un métier qui s'apprend sur la durée, et ça c'est quelque chose qui peut-être est une conception finalement pas si ancienne que ça. La deuxième chose, c'est que dans le témoignage de ces enseignants, il y a une conviction forte que l'enseignement déborde des savoirs disciplinaires, qu'elle contient bien d'autres choses que des savoirs. Donc ça, c'est un autre élément. Et la troisième chose qui me frappe, c'est la variété des manières d'entrer dans le métier et d'en faire sens. C'est à la fois, je pense, très positif, en ce sens que ça manifeste, ça exprime la liberté qui encadre l'entrée et le développement professionnel dans le métier d'enseignant, mais en même temps, ça montre que c'est un métier, une activité qui est assez faiblement balisée, et avec contenu traversé de beaucoup d'incertitudes, pour reprendre un mot qui a été dit. Et il y a sans doute là des enjeux en matière de professionnalisation pour permettre sinon de construire des certitudes, au moins de baliser un parcours qui pour l'instant semble reposer beaucoup sur, disons, les personnes elles-mêmes. Une autre réaction? Christine Moreau. Alors peut-être moi aussi l'idée que ce métier s'apprend dans un établissement scolaire en fait tout au long de la vie. Donc on connaît la formation initiale, la formation continue, et on sent bien que chez ces enseignants il y a l'expérience qu'ils vivent au quotidien dans la classe, qui est très très formatrice pour eux, pour appréhender leur métier. Et puis la question aussi à la fois de la discipline comme un élément constitutif de leur métier, mais pas seulement. Voilà, cette capacité et cette envie de transmettre. Donc j'ai trouvé très très forte à travers tous les témoignages. Richard Witorski, on a entendu ces enseignants, on les a entendus parler de leur métier, de la manière d'entrer dans le métier. On a commencé à les entendre parler de leur formation. À aucun moment le terme de professionnalisation n'a été prononcé. Est-ce que vous pourriez nous aider à le cerner un petit peu plus? Oui. Le mot professionnalisation est un mot qui a plusieurs sens en réalité. Un peu comme le mot compétence, on a tous l'impression d'entendre la même chose quand on utilise le mot, et en fait, souvent on utilise des sens très différents. Ça dépend de ce qu'on en fait en réalité. Si on partait d'une banalité, sans doute, le mot professionnalisation vient du mot profession, et il embarque avec lui toute cette connotation positive qui est liée à une profession, c'est-à-dire une activité constituée, reconnue, des statuts, des moyens d'exercer. Et donc on a l'impression, quand on parle de professionnalisation, qu'on va vers une amélioration des conditions liées à l'exercice de l'activité. Quand on regarde un petit peu les pratiques sociales, c'est-à-dire la façon dont le mot est utilisé, que ce soit dans notre secteur, la formation des enseignants, mais dans d'autres secteurs, on peut repérer au moins 3 sens. Il y en aurait d'autres, bien entendu, mais je pense que ces 3 sens sont assez présents quand on parle de la professionnalisation des enseignants. Premier sens, sans doute un peu historiquement d'ailleurs, le premier, c'est la professionnalisation qu'on pourrait appeler fabrication d'une profession, c'est-à-dire comment des individus, au fil d'une trajectoire, partageant les mêmes activités, s'entendent pour organiser cette activité, la faire reconnaître, créer des statuts, des moyens d'exercer, etc. On pourrait dire qu'un professionnel est là un professionnel qui réalise une activité reconnue et réglementée. Deuxième sens qui nous intéresse très directement, je crois, quand on parle de professionnalisation des enseignants, c'est la professionnalisation, fabrication, si vous acceptez cette expression, fabrication d'un professionnel. C'est-à-dire que là, ça passe par un cursus de formation qui peut être partagé avec l'expérience de travail, l'idée étant de produire ce qu'on appelle très souvent dans les dispositifs de formation des compétences, développer des éléments identitaires, etc. Et on dira qu'un professionnel, c'est celui qui a montré toutes les garanties pour exercer à un certain moment cette profession. Et puis le troisième sens, qui est très souvent utilisé dans des contextes de changement importants dans un certain nombre de milieux d'activité, souvent en dehors du milieu de l'enseignement, c'est la professionnalisation au sens de la fabrication d'un individu efficace au travail. C'est-à-dire qu'on utilise le mot professionnalisation pour dire c'est pas seulement quelqu'un qui va déployer des compétences caractéristiques d'une profession,
mais qui va les déployer le mieux possible par rapport à des standards qu'a définis l'institution ou l'organisation. Et ça peut être des standards de rapidité, de respect de procédures, enfin là c'est très varié. Et donc l'enjeu est là un tout petit peu différent, vous le comprenez, c'est moins de fabriquer un professionnel représentant une profession, mais plutôt quelqu'un qui est plus efficace par rapport à une image qu'a une institution de ce qu'est l'efficacité. Et là on voit bien un débat entre ce que peuvent entendre par exemple des salariés de ce qu'est la professionnalisation et ce que peut entendre ou souhaiter une direction d'entreprise ou d'institution. Justement, là jusqu'à présent, dans les termes que vous nous présentez, on sent la professionnalisation plutôt du côté de l'institution, de la structure, mais les individus eux-mêmes. Alors, peut-être faut-il effectivement faire une différence entre le mot professionnalisation et puis un autre mot qui serait, par exemple, souvent utilisé, développement professionnel, pour indiquer qu'il y a d'un côté ce que souhaite l'institution, ce qu'elle organise, et de l'autre les trajectoires des personnes. Et on pourrait dire, je voudrais développer juste 2-3 points, que un peu comme le mot travail, le mot professionnalisation souffre d'une certaine ambiguïté. Le mot travail, par exemple, quand on parle du travail de quelqu'un, c'est ou bien le travail attendu de cette personne, ou le travail réel, ce qu'il fait. Et on sait très bien qu'il y a un écart entre les deux, très souvent. Le mot professionnalisation, c'est pareil. Vous avez la professionnalisation, quand on parle de la professionnalisation de quelqu'un, c'est le parcours qu'on lui propose et qu'il suit, ou ce qu'il apprend et comment il se transforme dans ce parcours. Donc faire la différence sans doute et réserver d'autant plus facilement d'ailleurs peut-être le mot professionnalisation aux volontés ou aux intentions institutionnelles, c'est être cohérent avec notamment la façon dont il est utilisé. Dans notre secteur, c'est surtout les institutions qui parlent de professionnalisation, peu les personnes. Elles utilisent le mot métier, pratique, expérience et pas tellement professionnalisation. Donc peut-être 2-3 points complémentaires. Dès lors se pose une question concernant l'écart entre ce qui peut être de l'ordre de l'intention de professionnalisation de l'institution et puis le souhait des personnes, ce qu'elles cherchent au travers des dispositifs. Est-ce qu'on peut repérer assez facilement quand on regarde un petit peu en général la façon dont est utilisé le mot professionnalisation par les institutions, c'est souvent en lien avec l'apparition ou bien de nouvelles formes d'organisation du travail, de nouvelles formes de gouvernance, par exemple le nouveau management public, où on ne finance plus l'activité à partir de l'offre, mais plutôt de l'atteinte des résultats et de la projection dans l'avenir, la garantie par rapport à l'avenir, et le développement de nouvelles formes de gestion des ressources humaines, de nouvelles formes de formation, qui s'articule autour de l'idée que le professionnel doit être autonome mais en même temps responsable, ce qui est une autre façon de voir les professionnels, évidemment en exercice. Donc on sent bien que les enjeux des dispositifs sont là, développer l'autonomie mais aussi le rendre compte. Du côté des individus, évidemment l'enjeu est plus la reconnaissance. Et donc on voit bien qu'il peut y avoir un débat entre des intentions un peu différentes de la part des institutions et des désirs des individus. De la part des individus eux-mêmes. Alors justement, Anne Barrère, si on revient sur les individus, sur leur métier, c'est un métier qui évolue, on l'a entendu souvent, répété, dans la perception. Qu'en est-il réellement et quelle est, de votre point de vue, au travers de vos travaux, la perception qu'ont les enseignants de leur métier? Alors, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience du fait que le métier d'enseignant, pour employer ce terme, tout d'abord, est vraiment au confluent d'évolutions sociales très larges, très diverses, et que ne prennent pas toujours en compte, effectivement, les intentions de professionnalisation des institutions, au sens où Richard Witorski vient d'en parler. Donc, je les listerai très rapidement dans le temps imparti, mais il est clair que les enseignants sont d'abord face à un contexte où il y a une formidable pression scolaire sur les enjeux des trajectoires aujourd'hui portés par, dont sont conscients les élèves, mais aussi beaucoup leurs familles, et les enseignants ne peuvent pas l'ignorer. Ils sont face aussi à un monde des savoirs en pleine transformation, en raison des nouvelles technologies, de l'accès à des informations, qui ne sont pas forcément des champs de savoir, mais qui sont importants. Ils sont face à des transformations des rapports entre générations, à des défis que leur impose la vie juvénile, alors pour le meilleur et pour le pire, dans la classe, les amitiés juvéniles, mais aussi des formes de réticence, de formes de groupe, etc.
Et donc, en fait, toutes ces transformations sont d'ores et déjà là pour les enseignants et ils les prennent en charge. Et par ailleurs, pourrait-on dire, il y a effectivement des intentions de professionnalisation. Je vais en donner deux, mais qui ont déjà été évoquées un tout petit peu à l'instant. Premièrement, l'idée que l'enseignant doit construire une professionnalité plus élargie dans le cadre de l'établissement et pas seulement de la classe, ou peut-être même dans le cadre du territoire à certains égards, au local, ce qui est quand même vraiment nouveau. Et puis la deuxième évolution, ça serait peut-être du côté de cette responsabilité, même si en France il s'agira plus d'une incitation finalement à faire attention à ses résultats, sa performance, une culture de l'évaluation qui est aussi tout à fait nouvelle dans le monde enseignant. Et je dirais que entre les premières évolutions que j'ai décrites et les secondes, il y a clairement des liens que peuvent faire les politiques, les directions d'établissement, on y reviendra, il peut y avoir des disjonctions. C'est-à-dire que les enseignants peuvent avoir l'impression que ce qu'on leur propose comme modèle professionnel aujourd'hui ne répond pas aux défis que la société, devant lesquels la société les met. Et cette disjonction peut être cause d'un certain nombre de tensions, on y reviendra. Avant de revenir sur l'établissement, Régis Mallet, si on se tourne vers nos voisins, est-ce que d'abord, dans l'usage et dans la réalité, dans l'incarnation de la professionnalisation, on retrouve le même questionnement? Et est-ce qu'on a les mêmes évolutions dans les métiers, dans la perception du métier avec les tensions qu'évoquait Anne Barrère à l'instant? Oui, comme l'ont rappelé mes collègues, la notion de professionnalisation et de profession est finalement assez positivement dénotée par l'idée de statut, de reconnaissance, de responsabilité, de haut niveau de formation, le plus souvent universitaire. Et néanmoins, c'est une notion qui n'est pas forcément adoptée par tous les pays. Bien sûr, pour un corps enseignant qui, notamment dans les pays anglo-saxons, s'est construit d'une manière qui n'est pas celle du service public d'enseignement français, avec une forte institutionnalisation du métier d'enseignant et un lien organique entre l'État et les enseignants. Eh bien, cette notion de professionnalisation, aussi positive soit-elle dans ce à quoi elle réfère, n'est pas forcément adoptée par les enseignants qui ne s'y reconnaissent pas forcément. Et néanmoins, sous l'influence des politiques souvent internationales, des grandes organisations internationales comme la Commission européenne, l'OCDE, et sous l'influence aussi, bien sûr, de changements profonds de l'école et qui sont de nature plus endogène, plus propre au contexte éducatif nationaux, eh bien, l'idée de professionnalisation a fait son chemin ici comme ailleurs. Néanmoins, les formes qu'elle prend, cette professionnalisation, sont très variables selon les pays. On peut considérer qu'il y a l'affirmation dans certains pays où le maintien d'une conception, on va dire classique, qui a été dessinée notamment par Richard Witterski autour d'une conception d'un enseignant autonome qui bénéficie d'une reconnaissance sociale forte avec une formation universitaire de haut niveau. Et puis, dans le même temps, on a dans certains pays, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, par exemple, des évolutions qui tendent plutôt à une on pourrait dire une instrumentalisation de l'idée de professionnalisation à travers un contrôle plus renforcé des enseignants dans ce qu'ils produisent comme résultat, dans ce qu'ils produisent dans leur classe. Et ça, d'une certaine manière, c'est un dévoiement de l'idée de professionnalisation qui, néanmoins, s'appuie souvent sur la rhétorique et l'imaginaire professionnel. Donc cet enjeu-là, en tout cas, permet de pointer un fait qui a été rappelé par mes collègues, qui est que les dynamiques de professionnalisation renvoient essentiellement à des volontés ou des velléités politiques et ne sont pas prioritairement
indexé à, disons, à des formes d'entrée ou de développement dans le métier ou dans la profession. Et je pense que lorsque les enseignants eux-mêmes réfutent l'idée qu'ils relèvent de cet imaginaire ou de cette idée professionnelle, ils sont d'une certaine manière fondés à le faire, puisqu'ils relèvent d'une profession de masse, hein, l'enseignement est massifié, et donc le caractère distinctif ou de l'activité elle-même, qui va de pair souvent avec les professions reconnues, s'efface. Et puis, fondamentalement, ils sont aussi dans une activité qui est très subordonnée à une tutelle de proximité ou éloignée. Mais en tout cas, ils ne s'identifient pas forcément à cette idée professionnelle. Christine Moirot-Canet, on a évoqué l'établissement, naturellement. Vous l'évoquiez vous même tout à l'heure. Nous y revenons. Quelle perception vous avez du métier de vos enseignants et de l'évolution de ce métier? Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos de nos collègues? Alors, je me suis à la fois retrouvée dans les propos des collègues, mais aussi dans les témoignages qui ont été apportés dans les premiers petits courts-métrages, parce que j'entends au niveau des enseignants de l'établissement dans lequel j'exerce un peu les mêmes propos. Alors, d'une part, effectivement, les enseignants, je ne les vois pas parler de leur métier comme d'une entrée en professionnalisation de leur métier. Pas comme ça qu'ils en parlent. Ils ne sont pas dans la dimension explicite de la professionnalisation. En revanche, on les entend parler des évolutions de leur métier d'enseignant. Et des évolutions, en fait, qui sont corrélées à une nouvelle réalité du terrain sur lequel ils exercent. Je pense que la question de la massification de l'école, ça a beaucoup fait évoluer les pratiques professionnelles, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire face à des nouveaux enjeux, des nouveaux besoins à l'école, et des enjeux et des besoins qui mettent les enseignants en situation à la fois d'enseigner, mais aussi d'évaluer l'efficacité de leur enseignement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau et dans la pratique quotidienne du métier d'enseignant, puisque aujourd'hui, on regarde ce qu'on enseigne et puis on regarde si ce qu'on a enseigné a été appris par les élèves. Voilà. Et là, c'est vrai que ça a changé un petit peu la perception que les professeurs ont de leur métier, avec l'entrée aussi de nouvelles notions telles que le travail d'équipe, telles que la question de la relation famille, hein, puisqu'on est dans cette relation triangulaire, hein, école, famille, élève. Voilà, comment on la construit à l'école? Je pense que ce sont des vraies questions qui interrogent le métier des enseignants. La question aussi de l'ouverture des établissements scolaires sur des partenariats extérieurs. Anne Barrère parlait tout à l'heure de territoire, et c'est vrai que le territoire de l'école, il n'est pas enclavé entre quatre murs, mais il existe au-delà des murs, au-delà des murs de l'école. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... La question aussi, je pense, de cette espèce de paradoxe qu'il y a entre le groupe élève et la volonté de personnaliser les parcours. Et ce paradoxe-là, c'est quelque chose qui interroge vraiment les enseignants dans leur pratique professionnelle quotidienne. Voilà. Comment à la fois on peut faire vivre ce groupe classe, le faire progresser, le faire avancer, et en même temps en suivant personnellement chacun des élèves. Et c'est vrai que ce nouveau paradigme de l'école qui consiste aujourd'hui à dire qu'à la fois on doit promouvoir des parcours élitistes et en même temps faire en sorte que même les élèves les plus fragiles ne décrochent pas, ce sont des enjeux assez extraordinaires auxquels moi je rends hommage aux enseignants. Hein, voilà, parce que je trouve qu'ils essaient au quotidien d'adapter leurs pratiques de telle sorte que ça réponde à ces nouveaux enjeux de l'école. Merci Christine Moirot-Canet. On a reçu une question au forum que je vais vous soumettre là, qui nous vient de l'Académie de Paris, qui reprend finalement certains éléments que vous avez évoqués. Je vous la livre. Hein. Est-ce que le fait de trop définir le métier, les référentiels par exemple, ne risque pas de l'enfermer dans un idéal et de bloquer des initiatives constructives? Richard, Wittorski, vous voulez répondre? C'est vrai que la question qui est posée là par cette personne, c'est notamment la place des référentiels et le degré de fermeture ou d'ouverture. Et c'est une question en même temps très ancienne, ça dépend quelle fonction on fait jouer au référentiel, si on s'en tient à la question du référentiel, bien entendu. Si on considère que c'est une orientation pour faire quelque chose et pas un cadre strict qu'il faut suivre à la lettre,
ça laisse un tout petit peu plus de marge de liberté. Mais je voulais dire aussi que, bon, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est évoqué maintenant, mais quand on évoque la question du référentiel, c'est vrai que quand on parle de professionnalisation, et ça, quels que soient les secteurs, hein, j'ai du mal à trouver un contre-exemple, pardon, on parle toujours de référentialisation et de référentiel de compétences. Et donc, c'est la façon de traduire le projet institutionnel concernant les contours du métier qu'on souhaite voir mis en œuvre par les futurs professionnels. Et donc tout dépend, encore une fois, selon moi, de la fonction qu'on fait jouer au référentiel. Oui, c'est l'usage qui peut éventuellement poser problème. Et sa traduction. D'autres réactions par rapport à cette question, cette idée de où est-ce qu'on met la norme et comment est-ce qu'elle est mise en œuvre sur le terrain? Anne Barret ? On peut se dire qu'il y avait l'idée de est-ce qu'on ne va pas fermer la porte à des initiatives. Oui, c'est ça. Et donc un peu la contradiction aussi, qui est que le nouvel idéal du travailleur, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, et à la fois qu'on va, ces initiatives, un peu les délimiter par un référentiel. Et donc là, on peut se demander si aujourd'hui, les professionnalités ne consistent pas à gérer ces contradictions, non, à gérer ces tensions. Déjà en étant capable de les voir, de les voir et du coup, d'arriver à tenir ensemble un peu les deux, parce qu'il y a une forme de contradiction, comme le dit l'auditeur. Christine Moron-Canet ? Non, enfin oui, c'est vrai que la question des cadres, moi voilà, c'est peut-être la réaction d'un chef d'établissement, mais le cadre, c'est un cadre qui n'est pas forcément un tuteur qui tient. Il y a toujours une petite distance entre le cadre, voilà, toujours une petite marge d'autonomie entre le cadre qui est posé, voilà, qui permet de donner une orientation, mais je pense qu'il y aurait un vrai danger. Je crois qu'il faut faire confiance aussi dans l'inventivité et l'expertise des enseignants. Donc il y aurait danger à être trop normatif. On a évoqué à plusieurs reprises, on a parlé de compétences, on a parlé de formation. On va revenir justement un peu plus en détail sur cette question de la formation dans une deuxième partie, au travers des acteurs de la formation, des modalités, des temporalités de la formation. Avant nos échanges, je vous propose de revenir sur un petit sujet. Elle s'autoconstruit, cette formation. Elle s'autoconstruit beaucoup. C'est par ma volonté. C'est aussi aux professeurs de se former quand même, parce que je pense qu'il est acteur de son métier, justement, et qu'il doit faire des choix, enfin qu'il est amené à faire des choix, qu'il doit les assumer, ces choix-là. Moi, je me forme essentiellement en tant que tuteur, ça me remet en question quotidiennement. Bon, je ne peux pas vous en citer une qui m'a vraiment apporté quelque chose, quoi. Souvent, on y va pour savoir plus et on sait déjà la plupart des choses qu'on apprend là-bas. La formation initiale et la préparation de la formation continue. Elle doit préparer des enseignants réflexifs, ça veut dire capables, à partir de leurs propres pratiques, d'élaborer eux-mêmes, seuls et en équipe, on y reviendra, les besoins qui sont les leurs. D'abord sur le tas, parce que je vois ce qui marche avec les élèves et ce qui ne marche pas. C'était les élèves qui nous apprenaient à devenir enseignants. J'ai beaucoup appris dans mon établissement, en tout cas, surtout. Mais chaque heure de cours est en fait une heure de formation. Des élèves qui réussissent, ce sont des enseignants qui apprennent. J'ai beaucoup appris au contact des autres collègues et par l'expérience, en cherchant, en essayant des choses, en voyant ce qui fonctionne, en discutant à droite, à gauche avec les uns et les autres. Et puis aussi parfois avec des rencontres, alors qui pouvaient être des rencontres lors de stages ou des rencontres de personnes, qui fait que la fréquentation de ces personnes m'ont fait évoluer dans ma pratique. Au fond, les stages que j'ai trouvé le plus profitables, c'était des stages qui me décalaient de ma propre discipline, des stages plus transversaux sur la manière d'apprécier et d'aborder les élèves. C'est plus ces stages-là qui m'ont permis de me former. Le travail en équipe est une injonction. L'équipe dans le système, c'est comme l'Europe de Gaulle. De Gaulle disait l'Europe, 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 et on a tendance à dire l'équipe, l'équipe, l'équipe. Où est-ce qu'on apprend à travailler en équipe? Où est-ce qu'on apprend à travailler sous le regard de l'autre? Ce qui sous-tend l'action d'une équipe, d'un projet collectif, ce sont des valeurs partagées qui
portent leur action au quotidien. Lorsqu'on est plusieurs, en fait, c'est beaucoup plus facile de se sentir concerné ou bien aussi sécurisé par rapport à ce qu'on fait. Nous, ce qui nous fait avancer, c'est que voilà, on se réunit et qu'on discute et qu'après on écrit. Et on écrit beaucoup de choses et on écrit des contenus. Des réactions? Moi, je suis très sensible à l'enseignant qui dit le travail en équipe, on le dit, et puis finalement, on ne dit jamais pourquoi. Enfin, je prolonge un peu sa réflexion. Et je crois qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'injonctions à la formation, à l'évolution du métier, qui se présentent un peu sans expliciter toujours, très en profondeur, le pourquoi des choses. C'est qu'on est beaucoup sur les comment, et sur une immédiateté, et peu sur le pourquoi. Et que ça, c'est pas forcément très convaincant au vu de ce que vivent les enseignants. Oui, ce qui me frappe également, c'est qu'au fond, dans tous ces témoignages, on sent bien que devenir enseignant, c'est une expérience. C'est une expérience sur la durée, on l'a dit, mais c'est une expérience individuelle, voire une expérience intime. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une découverte. La dimension relationnelle du métier apparaît aussi dans le fait de l'accomplir. Donc c'est un parcours qui se construit. Et ce langage, ce discours résonne quand même beaucoup, de mon point de vue, avec l'imaginaire du métier, beaucoup plus que de l'imaginaire de la profession. C'est-à-dire qu'on voit bien comment il y a à la fois du tâtonnement, de l'apprentissage sur le tas, quelque chose qui est de l'ordre effectivement de l'artisanat, de quelque chose qui s'apprend par l'épreuve, par l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant et contredire toute velléité, on en parlait tout à l'heure, de vouloir approcher la professionnalisation à travers des critères, on va dire, pensés de l'extérieur, qui viendraient techniciser l'acte ou le geste professionnel, parce que là, pour le coup, on est à peu près certain qu'on passe à côté de ce qu'est l'expérience de devenir enseignant. Alors, je ne sais pas comment faire pour donner corps ou donner consistance à ces savoirs qui sont des savoirs individuels ou collectifs qui se construisent localement, mais ce dont je suis certain, c'est que c'est sans doute en s'appuyant justement sur cette expérience vive, sur la façon dont, en tâchant aussi de rompre aussi avec une solitude enseignante qui parfois peut être problématique pour ceux même qui le vivent, mais créer les conditions d'une capitalisation de toute cette connaissance vive qui se construit dans les établissements, dans les classes, plutôt que de penser une professionnalisation, une professionnalité définie de manière exogène et je dirais ferme et définitive. C'est à ça que pour moi ces témoignages renvoient. C'est peut-être aussi la capacité à trouver le juste milieu et à faire se rencontrer ces deux mondes que se trouve la réponse formation. Probablement. Une hypothèse. D'autres réactions? Oui, éventuellement, j'irai tout à fait dans le même sens que celui de Régis Mallet. Je pense qu'il y a un petit enjeu ou un grand enjeu à penser la formation des enseignants en lien avec la réalité de l'activité professionnelle. Et qu'effectivement, moi c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, on a trop souvent, dans beaucoup de réformes, tendance à penser la formation à partir de ce que l'institution pense devoir être le bon exercice du métier, même s'il y a souvent, les référentiels sont constitués avec des représentants du terrain. Mais dans la mise en œuvre de la formation, il faut donner une place, mais on en parlera je pense un tout petit peu plus tard, plus grande à l'activité professionnelle et à l'expérience qui se construit. Et je pense que de ce point de vue, on a aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans, des outils pour le faire. Je pense à des outils d'analyse du travail ou autres. Par exemple, c'est vrai qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Christine Oui, alors peut-être, oui, pour rebondir, moi j'entends dans les témoignages des enseignants cette volonté d'opérationnalisation en fait sur le terrain. Comment on peut faire en sorte que la formation que l'on a reçue, on puisse la faire vivre dans la classe, la rendre opérationnelle devant les élèves. D'ailleurs, je trouve assez touchant le témoignage de ce professeur qui dit que, en fait, ses premiers formateurs, ce sont les élèves, parce que c'est sa pratique quotidienne, en fait, dans la classe qui l'amène à interroger sa propre pratique. Alors, c'est vrai que ça, c'est peut-être mon expérience en tant que personne de direction. Les formations qui fonctionnent très, très bien, ce sont les formations qu'on fait en établissement, où là, on part d'une analyse des besoins des enseignants qui sont corrélés à des projets qu'on met en place et du coup pour lesquels après on peut être dans une pratique partagée.
Et là, c'est vrai qu'il y a un effet très très positif par rapport à ce type de formation qui répond vraiment à des besoins opérationnels des enseignants. On entre avec vos propos dans le vif du sujet. Anne Barrère, on parle de formation, on a parlé de temporalité. On peut préciser un petit peu plus, creuser cet aspect-là de la formation vue dans son ensemble? Je crois que sous le mot de formation, finalement, on met des choses assez différentes et des choses qui peuvent avoir aussi des temporalités extrêmement différentes. Et on peut déjà dire que certains types de formations, que ce soit des stages ponctuels, et là on est dans un moment où la prochaine réforme du collège déclenche des opérations de formation qui sont assez brèves, qui sont délimitées dans le temps et qui sont une première chose. On peut d'ailleurs dire aussi que la formation initiale des enseignants, telle qu'elle se présente aujourd'hui, y compris dans le cadre des SP, est un temps relativement bref d'appropriation d'un métier qui est tellement complexe et parfois au contour un peu flou, comme l'a dit quelqu'un. Donc il y a ces temporalités de formation institutionnelle avec aussi des contradictions, parce que quand on regarde, les enseignants peuvent demander des décalages, des ouvertures. Et puis ils peuvent aussi parfois demander des choses presque prêtes à fonctionner, des recettes, des choses qu'on peut appliquer. Donc là aussi, les demandes sont très contradictoires. Donc je pense qu'il faut prendre conscience du fait qu'il y a ces temporalités très brèves. Et puis, comme le disait Richard Witorski, la temporalité beaucoup plus longue du développement professionnel, qui est sans doute pas à concevoir comme complètement linéaire aussi. Sur une carrière d'enseignant, il peut y avoir des moments de stagnation, voire de réticence. Ce n'est pas si évident, on le dit comme si c'était évident, voir ce qui ne marche pas, se remettre en question. Ce sont des formules aussi un peu toutes faites, mais qui parfois cachent des temporalités d'expérience très longues. Et je pense que si parfois on a des propos un peu tout faits sur le fait que les enseignants sont immobiles, etc., c'est tout simplement qu'on le voit, qu'on voit la première temporalité très brève et pas l'autre. Je crois qu'en France, il est clair qu'on est parfois dans des temporalités très accélérées de réformes, ou quelque chose comme de passer de savoir aux compétences est considéré presque comme devant être fait sur l'espace d'1 ou 2 ans, là où d'autres pays prennent bien davantage de temps pour le faire. Alors, un autre aspect, c'est de se demander, surtout après la réforme des SP, en se disant que la formation initiale à Bac+5, intégrant une part de recherche en éducation, doit susciter des changements dans la formation continue, qui devrait elle-même se nourrir de ces recherches, puisque devant se réarticuler à la nouvelle formation initiale. On peut se demander la place de la recherche, et là aussi, on peut presque se dire qu'il y a une recherche à application un peu directe, qui serait celle parfois de bonnes pratiques. Je me rappelle avoir lu dans un journal un directeur d'école qui disait assez récemment, mais il y a plein de chercheurs qui savent comment résoudre l'échec scolaire, alors pourquoi on ne les écoute pas, et puis on fait ce qu'ils disent. Et oui, il y a des repères donnés par les chercheurs, et à la fois ces repères, ils ne sont pas applicables comme cela. Et d'ailleurs, ce serait tout à fait contradictoire avec l'idée d'une autonomie, d'une professionnalisation qui fait gagner en autonomie. Où serait l'autonomie si on a des procédures de type presque industriel d'application des bonnes pratiques? Et donc la recherche, elle aussi, elle peut se concevoir dans une temporalité brève et puis dans une mise en réflexion beaucoup plus exigeante et qui peut être très longue d'enseignants, évidemment avec l'appui de chercheurs. Richard Witorski, on a évoqué la question de la réponse institutionnelle, du temps court de la formation. Vous pourriez nous présenter un petit peu comment cette vision de la formation initiale des enseignants a pu évoluer en France et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc vous m'invitez à évoquer ce temps court de la formation initiale. Absolument. Oui, historiquement, alors peut-être de façon un peu rapide et allusive, mais on peut repérer plusieurs étapes avec souvent des dénominations des lieux de formation un peu différents. Je pense à École normale, IUFM, SP, et ces dénominations différentes sont sans doute liées à des évolutions dans la conception de la formation des enseignants et au-delà, les missions qu'on souhaite donner
aux enseignants eux-mêmes. Et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, on voit bien, Yann Barrère le disait, qu'on attend d'un enseignant aujourd'hui qu'il s'ouvre à l'environnement, aux parents, etc. Donc on voit bien que ça s'accroche souvent, ces différentes réformes successives, à une certaine vision du métier d'enseignant qui peut bouger, en ce qui concerne évidemment l'institution elle-même. Alors on pourrait évoquer évidemment les écoles normales, avec peut-être enfin c'est une appréciation un peu personnelle, mais peut-être que une logique importante de fonctionnement, enfin dans la façon de concevoir la formation, c'est de dire que c'est une formation qui repose sur l'apprentissage d'un certain nombre de pratiques éprouvées, de méthodologies qui fonctionnent, hein, pour faire écho à ce que disait Anne Barrère tout à l'heure. C'était une formation essentiellement des enseignants du premier degré, pour l'essentiel, hein, je dis de façon synthétique. Ensuite, à partir de la fin des années 80, notamment avec la loi d'orientation de Lionel Jospin, arrivent les IUFM, les Instituts universitaires de formation des maîtres, et on voit bien que derrière la création de ces structures, ou la transformation des écoles normales en IUFM, il y a l'idée d'arrimer davantage la formation avec les savoirs universitaires. Apparaît aussi, ce qui n'est pas un mouvement spécifique à l'évolution de la pensée s'agissant de la formation des enseignants, mais qu'on retrouve dans d'autres secteurs, la formation en travail social par exemple, et puis d'autres milieux aussi, l'idée qu'un vrai professionnel, c'est pas seulement celui qui sait faire, mais celui qui sait développer un regard sur ses pratiques, d'où le développement de la réflexivité qui a été très présent dans la culture IUFM, et notamment en se disant les savoirs universitaires vont probablement aider à interroger les pratiques. À la fin j'allais dire, de l'existence des IUFM est apparue l'intégration complète de ces structures dans les universités, qui consacre l'idée que la formation des enseignants est une formation universitaire, augmentation du niveau d'ailleurs de recrutement, puisque c'est à partir, ou en tout cas de titularisation à partir d'un master. Et puis plus récemment, à partir de la loi de 2013, juillet 2013, dite de refondation de l'école, la création des SP, École supérieure du professorat de l'éducation, où là on voit apparaître l'idée, me semble-t-il, qu'il faut proposer une véritable formation par alternance qui avait été un peu mise à mal au moment de l'intégration et de la première réforme de la masterisation à la fin de l'existence des IUFM, en essayant de penser une alternance intégrative, cet aller-retour entre expérience de terrain et expérience de formation. L'idée également que cette formation est un projet collectif avec les autres composantes universitaires et pas seulement le métier de l'ESP composante, c'est-à-dire l'institution, l'école l'école SP. Et puis l'idée, et je reprends les propos d'Anne Barrère tout à l'heure ou à l'instant, que la recherche en éducation doit avoir un rôle clé aussi dans l'accompagnement et la structuration de cette formation, avec l'idée que c'est l'occasion de faire avancer non seulement l'identification de cette recherche, mais aussi la possibilité d'utiliser, de transférer les acquis de cette recherche dans la réalisation de la formation. Alors justement, plusieurs questions nous arrivent là sur les forums. Une question qui nous arrive d'Aix et qui parle de cette question du lien avec la recherche. Alors on a évoqué la place de la recherche dans la formation, aussi bien dans le temps court que dans le temps long, pour reprendre les propos d'Anne Barrère de tout à l'heure. La question, elle porte aussi sur les aspects de l'engagement des enseignants dans la recherche. Et comment est-ce que cela peut concourir à leur professionnalisation avec, pour notre interlocutrice, la question de la reconnaissance. C'est du temps, c'est difficile, c'est peu soutenu, et finalement, il n'y a pas de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ? C'est une question qui s'adresse à l'employeur. La reconnaissance de l'investissement des enseignants dans leur processus de professionnalisation, c'est une question effectivement aiguë. Il me semble que la recherche, elle a une fonction sans doute d'étayage des pratiques, donner aussi un sens au choix qu'on fait pédagogiquement et éventuellement orienter ces choix par rapport à, comme l'évoquait Anne Barrère, des bonnes pratiques, des choses dont on a identifié qu'elles étaient plutôt, qu'elles servaient l'efficacité de l'enseignement plutôt que le contraire. Mais je crois que la recherche, elle a aussi une fonction, je dirais,
en termes même de posture dans laquelle elle engage les enseignants. En s'engageant dans un travail de recherche modeste, qui repose à la fois sur un étayage, sur une démarche, il y a une distanciation avec une pratique qui forcément est un peu routinière ou qui est un peu, disons, pas prisonnière d'elle-même, mais enfin qui ne trouve pas forcément si souvent que ça des occasions de mise entre parenthèses pour être mise en perspective. Et je crois que la recherche, parce qu'elle suppose, en termes à la fois de distanciation, de compréhension et d'analyse, elle est une démarche qui produit du potentiel réflexif sur sa propre pratique. Ça n'a pas donc un caractère, je dirais, magique. Faites de la recherche et vous deviendrez des bons enseignants. C'est quelque chose qui procède d'une certaine posture, qui suppose d'ailleurs qu'on ne peut imposer aux gens de faire de la recherche, mais qu'ils s'y engagent. C'est quelque chose qui est un processus, qui suppose de s'y engager parce que précisément on a envie de comprendre mieux ce qu'on fait et de le mettre en perspective. C'est d'une certaine manière déjà le pas, pour moi c'est aussi lié à cette incantation au collectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faire de la recherche, c'est entrer aussi en dialogue avec d'autres manières de voir la pratique que la sienne propre. Et c'est d'une certaine manière, pour le coup, à l'opposé d'un imaginaire de métier qui lui repose plutôt sur une relation duel, le maître et l'apprenti. Là, on est dans quelque chose de plus large. Et c'est pour ça que la recherche a une fonction professionnalisante essentielle, mais à condition, et je reviens au début, à ce que cet investissement soit identifié par les écoles, par l'employeur lui-même, comme une valeur ajoutée dans un parcours de professionnalisation. Anne Barrère, vous vouliez réagir également? Oui, mais très rapidement. D'une part, reconnu, et pourquoi pas aussi dans des fonctions d'encadrement, qui gagneraient peut-être à être adossés davantage aussi à des recherches finalement. Et puis je reprends au vol le mot qu'a employé Régis Mallet de sociologie, de compréhension. Parce que pour ma part, dans la sociologie compréhensive, cela consiste effectivement à comprendre de l'intérieur l'expérience d'un autre que soi éventuellement. Et quand même, comment ne pas faire allusion au fait que à l'école et dans les établissements scolaires, on raisonne quand même parfois avec des sortes d'images toutes faites, ou de soupçons des chefs d'établissement sur les enseignants et réciproquement, y compris aussi des enseignants sur les élèves. Et je crois que rentrer dans des constats à distance de sa pratique sur les autres, ça peut être d'un grand apport aujourd'hui dans un certain nombre de situations scolaires. Une autre question, il nous arrive de l'Académie de Lille par le biais du forum du CNED, qui s'interroge sur le fait de savoir si finalement le fait de promouvoir des démarches collaboratives, du travailler ensemble, est-ce que ça ne fait pas entrer ou ça ne vise pas à faire entrer, ou est-ce que ça ne va pas faire entrer les enseignants dans de nouvelles pratiques pédagogiques eux-mêmes, vis-à-vis avec leurs élèves? Est-ce que d'une formation à laquelle on demande d'évoluer, on ne va pas arriver à une vie de la classe qui elle-même peut évoluer dans le même sens? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est... Moi, je reprendrais volontiers la question du travail collectif, notamment. Je pense que le fait, par exemple, de mettre en œuvre ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs aspects des formes de travail collectif, notamment à propos du mémoire, la réalisation du mémoire par les étudiants et les stagiaires, peut être propice à développer des collaborations, notamment si on propose, par exemple, par rapport à des situations de terrain, des pratiques de terrain, repérées, par exemple, comme étant un peu nouvelles ou innovantes, en demandant à des étudiants ou stagiaires de collège, de lycée, de travailler ensemble sur la même situation. Ça peut engager ensuite le développement durable, sans doute, de collaboration et pourquoi pas conduire à expérimenter à certains moments d'autres façons de faire dans les établissements. Je pense que si en formation on n'expérimente pas et on ne prend pas en compte volontairement cette initiative, c'est dommage. Christine Borrocane, c'est vrai que sur la question du travail collaboratif, forcément, ça fait écho au rôle du chef d'établissement qui, à mon avis, un de ses premiers rôles, c'est de mettre en place les conditions de ce travail collaboratif, mais qui peut se jouer à plusieurs niveaux. Voilà, comment on peut rendre le travail formateur. Et je pense que
quand on est chef d'établissement, peut-être qu'il faut avoir toujours en filigrane dans son esprit comment toutes les conditions, tout ce qu'on organise sur le fonctionnement d'un établissement peut contribuer à la formation des enseignants. Alors moi, sur la question du travail collaboratif, je pense que ça peut se jouer à plusieurs niveaux. Tout d'abord en mettant au centre de la table une situation problème qu'on a à régler, parce que dans les établissements scolaires, on en a des situations problèmes à régler, et les régler en groupe, à un moment donné, c'est aussi favoriser ce travail collectif et donc cette auto-formation. Je pense aussi à la question de tous les partenariats qu'on peut développer à l'école, qui sont, avec une école de plus en plus tournée vers l'extérieur, je le disais tout à l'heure, donc qui là aussi nous mettent en situation de travailler avec des acteurs qui sont aussi hors éducation nationale. Je parlerai aussi, en tant que chef d'établissement, de penser à des temps d'échange avec d'autres établissements scolaires. Là qui me semble assez fondamental, c'est-à-dire faire sortir son établissement l'inscrire dans un territoire un peu plus large que sa propre structure pour transformer des savoirs locaux en des savoirs plus globaux, mutualisés, formalisés, partagés. Donc là, je pense qu'il y a un vrai rôle du chef d'établissement à contribuer justement à favoriser ces échanges. Et puis, autre chose qu'on peut pratiquer en tant que chef d'établissement, c'est la question des retours d'expérience. Là, on est plus en interne, on expérimente dans les classes, on fait des expériences dans les classes. Et est-ce qu'on organise des temps où on permet aux professeurs de parler entre eux de ces expériences, d'en tirer des conclusions, voire même de pouvoir projeter sur d'autres situations possibles. Et puis en tant que chef d'établissement aussi l'expérimentation, c'est-à-dire donner la possibilité de pouvoir expérimenter sans avoir peur, et là je reprendrai un des propos qu'on avait entendu tout à l'heure, sans avoir peur de commettre une erreur. Se tromper, c'est pas grave. En fait, alors ça peut arriver, quand on fait des choses, on peut se tromper. Ce qui importe, c'est à chaque fois de prendre le temps d'évaluer ce qu'on a fait et d'apporter des régulations. Mais on apprend aussi par ses erreurs. C'est ce qu'on apprend aussi aux élèves, mais on apprend aussi par les erreurs. Donc je suis vraiment intimement convaincue que tout le travail collaboratif, la question aussi des projets interdisciplinaires, là c'est vrai que dans l'établissement où j'exerce, on pratique énormément les projets interdisciplinaires, que ça favorise aussi la formation de tous les acteurs. Enfin, des petites pistes, un peu... Mais puisqu'on parle vous l'évoquez à demi-mot, cette question aussi du rôle du chef d'établissement, du positionnement, d'encadrement finalement. Si on élargit un tout petit peu, il y a une question qui vient d'Académie de Nantes sur ce sujet-là, vous y avez répondu en partie, mais on peut la creuser un petit peu. Est-ce qu'il doit y avoir une validation de ce qui s'échange, de ce qui se partage, de ce qui est produit par les collectifs que vous évoquiez? Une validation institutionnelle? Institutionnelle? Non, non. Je réponds à brûle pour point. Non, je ne pense pas. Par contre, on agit dans un cadre qui est un cadre institutionnel. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On est quand même des fonctionnaires. Des fonctionnaires d'État, donc on agit tous dans un cadre. Mais faut-il à chaque fois faire valider ce que l'on fait? Non, ça peut... On échange. Oui, sur le thème de la collaboration, je crois qu'il y aurait une dérive dans laquelle il ne faut pas entrer, qui serait de dire qu'il n'y a aucune collaboration entre enseignants, que toutes ces collaborations sont nouvelles. En fait, les recherches montrent qu'il y a énormément de collaborations entre enseignants, qui sont informelles, qui sont affinitaires, parfois invisibles du point de vue de l'établissement lui-même, parce qu'elle ne se passe pas forcément dans l'établissement, elle ne se passe pas dans des réunions institutionnelles. Et donc, je pense qu'une partie de l'évolution professionnalisante serait précisément qu'elle puisse se déployer éventuellement à l'intérieur d'un établissement, de sorte que, elle puisse mieux être mise au service des enjeux de cet établissement. Mais je crois qu'il y a un idéal de la collaboration qui serait complètement nouvelle, complètement à construire, et peut-être un peu irréel aussi. Il faut rappeler que collaborer, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est faire face à des conflits éventuels qu'on n'a pas quand on travaille tout seul.
C'est éventuellement pour certains enseignants se sentir moins autonome, moins libre. Oui. Et ça, il ne faut pas le cacher parce que c'est se mettre en danger aussi. Oui, c'est se mettre en hein. danger. Et je crois que si on ne le voit pas en face, précisément, on retombe dans les injonctions un petit peu vides au travail en équipe, en fait. Régis, Mallet. Oui, pour aller dans le même sens et pour répondre à la question que vous posiez sur faut-il valider, reconnaître, valider. Ouais. Bon, d'une certaine manière, les rectorats d'académie ont cette tentation à travers, par exemple, la valorisation de pratiques innovantes qui vont faire l'objet d'une diffusion, d'une reconnaissance et d'une diffusion, à Bordeaux comme ailleurs. Les rectorats s'emparent des pratiques innovantes et, finalement, identifient les meilleures ou celles qui sont les plus exemplaires. Je comprends la démarche et en même temps, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Anne Barrère, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est un peu en contradiction avec l'idée d'une professionnalisation qui toucherait l'ensemble, d'une dynamique qui toucherait l'ensemble des enseignants, parce que à vouloir en quelque sorte identifier des pratiques innovantes qui soient validées, qui soient labellisées, voilà le mot labellisé, on en fait des modèles. Or, il ne s'agit pas tant de créer des pratiques qui soient à ce point extraordinaires ou modèles qu'elles doivent servir justement de modèle aux enseignants, mais plutôt de créer les conditions pour que localement, en référence à des contextes qui ont leur dynamique et leurs enjeux propres, puissent être encouragés des démarches innovantes, y compris de partage, d'échange d'expériences, de capitalisation aussi de ces expériences, mais sans qu'en bout de chaîne, on trouve toujours cet idéal de validation ou d'institutionnalisation qui est finalement un idéal de clôture, qui ne sert pas l'idée d'un métier qui s'apprend justement, tout ce qu'on a dit au départ, qui s'apprend sur la durée et qui s'apprend dans la découverte, dans l'expérience, parce qu'on rompt avec finalement cette idée que ça se construit pour dire voilà ce qui est l'idéal des pratiques. À mon avis, là, évidemment, c'est un champ qui reste à travailler parce que, au fond, il y a des bonnes intentions dans cette volonté de valoriser les pratiques des enseignants à travers les travaux du CARDI, par exemple. Mais il y a des enjeux aussi dans la reconnaissance. Des formes de reconnaissance nouvelles de l'ordinaire de pratiques enseignantes plutôt que de vouloir promouvoir l'extraordinaire des pratiques. Régis Mallet, on a évoqué à plusieurs reprises cet aller-retour pour revenir à la formation entre la formation académique ou la formation dans une structure dédiée et puis la formation qui s'appuie sur l'activité professionnelle, la sienne et celle des autres, travailler comme on vient de le voir à l'instant. Est-ce que chez nos voisins, on a ce même principe? Est-ce que ça s'est développé finalement de la même manière? Est-ce que le mouvement qu'évoquait Richard Witorski tout à l'heure est le même? Est-ce que brièvement, vous pouvez nous dire si on est dans un ensemble, dans une évolution globale, ou si on fait figure d'exception en France? Oui, il y a une évolution, on peut dire qu'il y a une évolution globale, mais avec des colorations et des formes de mise en scène locale très marquées par des histoires scolaires, par des histoires culturelles de l'école et de la profession enseignante qui ne sont pas neutralisées par même si au fond derrière cette idée de professionnalisation, y compris en termes de rhétorique, il y a une forme de volonté de neutralisation des différences culturelles. Ça s'impose, je le disais en introduction, à travers aussi un discours très fortement tenu au niveau international. Eh bien, malgré tout, malgré cela, il reste évidemment que l'école, qui précède de loin dans son histoire l'idée de professionnalisation de l'enseignement, traduit localement ces injonctions de manière diverse. Par exemple, alors classiquement, vous le savez, on distingue les modèles de formation plutôt consécutifs, c'est-à-dire une formation d'apport disciplinaire et ensuite d'apprentissage professionnel, d'une formation plus intégrée, plus simultanée, qui caractérise de plus en plus de pays, pour ne prendre l'exemple que de l'Europe, qui caractérise aujourd'hui l'essentiel des pays européens,
La France, de mon point de vue, constituant toujours, d'une certaine manière, une exception, mais qui se comprend au regard justement de ce qu'est l'école, de la mission qui lui a été confiée, et puis de la façon dont on recrute les enseignants aussi. Donc ces éléments-là, qui sont des éléments de contextualisation un peu aussi de l'école comme objet historique, elles doivent être prises en compte pour comprendre le fait que ça ne peut pas être partout de la même manière. Mais je dirais que si on essaie de spécifier un peu, sans figer, mais les dominantes des évolutions, il me semble qu'il y a cette tendance, on va dire, académique qui ne se dément pas au-delà des mots dans les formes de recrutement et d'une certaine manière de formation des enseignants français. Au-delà, encore une fois, des mots, on peut considérer que la réforme n'a pas accompli la révolution copernicienne annoncée en faisant du métier d'enseignant un métier qui s'apprend sur la durée, en formation initiale y compris. Donc, de ce point de vue-là, on relève encore d'un modèle académique, mais évidemment teinté d'une volonté de professionnaliser à travers une alternance à minima. Et en fin de course, quand dans d'autres pays, pour des raisons qui sont liées aussi à l'histoire de l'école et de la mission qu'on donne aux enseignants, de l'idée même qu'on se fait de l'enfant ou de l'élève et de ce à quoi l'éducation scolaire doit le former, eh bien, il y a une conception qui est plus marquée par une approche de l'acte ou du métier d'enseignant comme activité sociale, relationnelle, dans laquelle l'ancrage dans un environnement, dans une communauté fait sens. Pour ne prendre l'exemple que des pays scandinaves, on sait que dans certains pays, justement, les enseignants sont des on pourrait dire, pour reprendre ce qui existe en France, des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés d'abord à une municipalité. Et évidemment, ça a des effets. Le statut des enseignants a des effets sur la façon dont ils s'inscrivent ou pas dans un environnement, dans une communauté éducative élargie, qui sont des mots que nous connaissons. On n'a pas besoin de chercher des synonymes, ils existent. Mais sont-ils véritablement pratiqués au regard de ce qu'est le statut d'enseignant en France? D'autres choses. Donc il y a cette conception, on va dire, socioculturelle qui est liée à des environnements dans lesquels, précisément, le local a son importance et dans lesquels la formation de l'enfant et de l'élève revêt une dimension je dirais éducative, formative au sens le plus élargi qui soit, très forte par rapport à ce qui est notre situation, dans laquelle l'enseignant, à juste titre, se qualifie d'abord par une expertise disciplinaire et par la transmission de savoir. Pour ne prendre qu'un exemple, on a des enseignants du second degré à partir du collège qui sont experts d'une seule discipline. Dans la plupart des pays européens, eh bien, les enseignants sont polyvalents. Certains ont fait le choix aussi de l'école unique plutôt que du collège unique, c'est-à-dire un continuum primaire secondaire qui a forcément des effets marquants dans l'idée qu'on se fait du métier d'enseignant et de la façon dont on y forme. Dans ces pays-là, bien sûr, la formation va être beaucoup plus pragmatique, va être beaucoup plus marquée par un souci aussi d'alternance, parce que ça va être pensé sur la durée, à travers, par exemple, y compris en Allemagne, on a des facultés pédagogiques où les enseignants se forment à la fois au travail qu'ils vont avoir à exercer et en même temps aux disciplines. Alors que nous, bien souvent, par exemple, en termes de recrutement, on a affaire à des enseignants qui viennent de disciplines de lettres. Eh bien, la formation en master va aussi aller de pair avec une mise à niveau dans les mathématiques qu'ils vont avoir à enseigner. On voit bien qu'on est là, pas exactement dans une formation strictement professionnelle de préparation au travail réel, mais des conditions qui le rendent possible, c'est-à-dire l'expertise des savoirs qu'on va enseigner. Tout à fait. Alors, moi, je vous propose qu'on revienne justement, vous l'avez évoqué là, à l'établissement, et on va s'interroger pour terminer cette émission sur le fait de savoir si réellement l'établissement est formateur. Je vous propose de revenir vers un troisième sujet. Toute formation est une formation à la fois académique, à la fois fondée sur la pratique, et qu'il ne peut y avoir de formation continue que d'abord réflexive. Il faut que d'emblée, on s'appuie sur les équipes d'établissement. Il ne peut pas y avoir de projet d'établissement sérieux, s'il n'est pas accompagné d'un plan de formation. Ce n'est pas le projet du chef d'établissement dans son bureau, c'est le projet de l'ensemble de l'équipe, même si le conseil pédagogique joue un rôle, bien sûr,
fondamentale. On a tout à gagner à ouvrir les portes des classes, en fait, et à comparer nos pratiques, et à voir ce qui marche et aussi ce qui ne marche pas. Il doit y avoir dans un établissement une culture de l'échange et une vraie volonté de travailler en commun. Le travail avec les pairs est très utile, ou même la formation avec les pairs. C'est-à-dire que quand on reçoit, par exemple, on a quelqu'un qui est venu nous faire de la formation sur la méthodologie, au lieu d'être le seul de son établissement ailleurs avec d'autres collègues, là on est tous ensemble sur la même formation, ce qui fait qu'on a après plus de facilité à mettre en œuvre les choses, à en discuter ensemble, à se montrer ce qu'on a fait par rapport à ça, et c'est vraiment très enrichissant. On essaye, on prend des risques et en général on a toujours un regard très positif sur ce qu'on essaye de faire, même si ça ne marche pas au bout du compte. Les enseignants prennent en charge des groupes de réflexion, des objets d'étude par rapport à l'expérimentation qui est conduite. Et nous avons des coordonnateurs qui permettent de réguler le groupe, de faire des synthèses, d'organiser les échanges et des retours de l'équipe par rapport aux avancées de la réflexion. Ça crée une ambiance agréable dans le sein de l'établissement. On n'a pas de temps. Et le temps, nous, la principale nous en donne un petit peu, mais on a quand même beaucoup, extrêmement, c'est quasiment que du temps informel en fait. C'est-à-dire, du gré à gré, on se réunit à 2, 3, 4, on se pose des petites questions, et ça marche très bien, mais c'est dommage parce que, on devrait pouvoir avoir du temps pour se réunir en fait. Je pense que sans les chefs d'établissement, cette atmosphère-là ne peut pas être créée. Parce que tout simplement l'échange, la concertation nécessite du temps. Et le temps, bien souvent, ce sont les chefs d'établissement qui vont nous l'accorder, qui vont nous le donner. Je trouve qu'il accompagne. Comme nous, on accompagne les élèves, en fait, plus qu'être un chef ou un guide. Et il encadre, parce qu'il faut bien qu'il y ait un cadre. Et donc, dans la bienveillance, c'est le mot à la mode, mais voilà. Nous construisons le plan de formation ensemble, mais j'essaie d'ajuster ce plan de formation à leurs besoins, à leurs demandes, et aussi en lien, bien sûr, avec le projet d'établissement. Donc, ils partagent ces moments de formation. Je fais en sorte qu'il y ait un maximum d'enseignants qui s'inscrivent à ces formations locales. Et il m'incombe de trouver les meilleurs intervenants possibles. Il faut rester très proche de ces enseignants, les soutenir, les encourager, les accompagner sur un chemin qui est long, qui est passionnant aussi. Christine Boireau-Canet, vous avez voulu réagir. Oui, sur le rôle du chef d'établissement qui consiste, je vais être très très brève, à favoriser une culture de l'échange dans l'établissement pour permettre l'innovation et l'innovation et l'expérimentation. Alors c'est un idéal vers lequel on essaye de tendre. On reviendra peut-être un peu sur les conditions à mettre en œuvre et la perception qu'en ont les enseignants. Régis Mallet, on a tout à l'heure commencé à faire un petit tour d'horizon de ce qui se passait chez nos voisins. Est-ce que cette idée d'établissement formateur, c'est quelque chose qui est présent ou est-ce que finalement ça reste un mythe aussi ? Beaucoup présent, très présent. Très présent, là aussi dans les intentions politiques et dans les pratiques. L'établissement formateur, l'organisation apprenante, le déplacement de la formation initiale, mais aussi en activité des enseignants sur le terrain professionnel est quelque chose qui se décline sur un plan international de manière très fortement. Mais avec des variations qui, déjà, on peut identifier presque théoriquement, c'est-à-dire que l'éloignement et le rapprochement du terrain professionnel pour former les gens et pour les professionnaliser, c'est aussi d'une certaine manière, si on y prend garde, les éloigner d'institutions de formation qui ont ce à quoi on référait tout à l'heure, c'est-à-dire une fonction de distanciation, une fonction d'étayage qui permet aussi le développement professionnel. Donc il peut y avoir aussi dans le rapprochement de l'établissement comme lieu de formation privilégié une sorte d'illusion du caractère un peu effectivement magique de la pratique qui contient en elle-même ces raisons et donc qui constitue l'horizon du développement professionnel. Donc il y a une sorte d'idéal un peu empirique potentiellement, que ce soit à travers la pratique individuelle ou le collectif. Et ça on le voit se développer, dans certains pays, anglo-saxons encore une fois, qui ont tendance justement à éloigner la formation et la formation initiale et continue des universités
au profit, en faveur d'une conception beaucoup plus empirique d'une part et beaucoup plus performative de l'excellence et parce que le terme est celui-ci, de l'excellence et de l'efficacité professionnelle. Le problème, évidemment, c'est que dès lors qu'on régule l'activité enseignante au regard de ce qu'elle produit, on n'est pas exactement dans un processus d'autorisation ou de développement professionnel, mais bien plutôt de contrôle de la profession. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Le deuxième modèle que je souhaite malgré tout souligner, c'est le fait qu'en Europe, et c'est quelque chose de très particulier, on le voit en France, mais de manière générale dans les pays européens, il y a une forte foi dans la formation professionnelle et la professionnalisation par l'université. La masterisation, on ne l'a pas inventée, enfin on l'a mise en musique à notre manière en France, mais malgré tout, elle nous vient aussi d'un agenda qui est européen. Cette masterisation, c'est dire l'université a vocation à former les maîtres. Donc je voudrais distinguer cette conception très marquée par le poids de l'université, d'une conception aussi fondée sur une foi aussi dans la formation tout au long de la vie. Le développement professionnel renvoie à ça. C'est une rhétorique aussi très européenne qui se décline localement dans le monde de l'enseignement, mais qui le distingue de mon point de vue d'autres pays qui ont fait d'autres choix, beaucoup plus centrés sur la performance et le caractère probatoire de l'activité plutôt que le développement des individus dans cette activité. Alors, Anne Barrère, pour revenir sur ce potentiel de l'établissement, est-ce que finalement il absorbe, il comprend toutes les facettes du métier de la même manière? Je dirais que c'est très variable. Alors on avait quand même un cas très très favorable dans les témoignages avec qu'on cette a équipe, vus. Oui, voilà. Et je relève le mot d'ambiance, d'atmosphère. Alors on n'est pas dans quelque chose de très objectivé, mais c'est très important. Les acteurs le disent et les chefs d'établissement, ils sont ces promoteurs d'ambiance très différentes. Quant à la possibilité de quelque chose qui est forcément formateur, tous les enseignants le disent, c'est d'échange de pratiques. Et il est clair que dans certains établissements, il vaut mieux sortir de l'établissement pour échanger sur ces pratiques, parce qu'on ne sait pas le faire dans une équipe réelle. Et dans d'autres établissements, on peut au contraire un peu mieux le faire. Et ça me permet de dire, oui. Il n'y a pas de normes. En fait, une fois de plus, mais je pense que les cas de figure, ils sont extrêmement différents. Ouais. Mais je pense pouvoir dire quand même, pour revenir un peu sur l'aspect peut-être un peu trop idéalisé, qu'il y a une véritable difficulté alors on revient à la professionnalisation, à professionnaliser, c'est-à-dire à mettre des cadres collectifs sur des épreuves personnelles que sont aujourd'hui les difficultés face à la gestion de classe, comme on dit parfois, au climat de classe, aux problèmes d'autorité. Et je dirais que c'est peut-être une dimension qui paraît sous-professionnalisée, et effectivement on peut le comprendre. Parce que ce sont des difficultés qui se présentent de manière surindividualisée parfois. Un tel a des problèmes avec un élève, l'autre n'aura pas les mêmes, etc. Alors on s'entend sur l'élève qui fait l'unanimité parce que, bref, tout le monde a des problèmes avec lui, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, je dirais. Et à la fois, c'est une donne collective. Et ça me paraît être un chantier professionnel qui est très fortement minimisé. Quand la chef d'établissement dit on soutient, on accompagne, etc., c'est assez loin du travail qui est formellement prescrit au chef d'établissement aujourd'hui, qui recouvre des dimensions de régulation organisationnelle par les projets, qui peuvent rejoindre ça, mais peuvent aussi ne pas du tout le rejoindre. À côté, d'ailleurs, à ce sujet-là, on a une question au téléphone qui porte sur un aspect du rôle de chef d'établissement, je crois. Monsieur Raphaël Messon, c'est cela? Vous pouvez intervenir en direct? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Raphaël Besson, je suis à Aix-Marseille. J'aurais voulu poser une question concernant le rôle des chefs d'établissement et les concours internes dans lesquels peuvent s'engager leurs enseignants. Ma question est, les chefs d'établissement ne peuvent-ils pas encourager davantage leurs enseignants dans les concours internes, sachant qu'il y a là des bénéfices potentiels tant sur le plan individuel qu'au niveau de l'établissement lui-même? Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une démarche de plus-value, finalement, y compris collective, dans l'encouragement à passer les concours internes? Voilà. Christine Rocanet? Il faut que ce soit qui répondent à passer les concours internes.
Oui, mais je dirais, dans ces cas-là, elle est de façon ponctuelle, puisque, a priori, si on les réussit, c'est pour partir de l'établissement. Donc, enfin, je réponds un petit peu sous forme de boutade, mais oui, enfin, non, sur les concours internes, je ne suis pas du tout sûre que ça favorise... Régis, ce que dit notre collègue, en référant justement à cette réussite au concours, renvoie à l'une des spécificités et peut-être des difficultés auxquelles notre système éducatif est confronté, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a de la reconnaissance ou de la promotion, elle passe aussi par l'éloignement. L'éloignement de l'équipe initiale. Or, comment considérer aussi que des dynamiques collectives locales puissent donner lieu à une valorisation locale qui soit renforcée et qui ne soit pas scandée par un concours qui éloigne les personnes, le cas échéant. Oui, j'aurais un point de vue différent. En fait, quand j'ai passé ma thèse en sociologie, j'étais dans le secondaire et le chef d'établissement avait tout à fait compris que je passe cette thèse et il avait admis dans l'établissement, il m'avait donné une place qui fait qu'effectivement, j'ai passé 2 années supplémentaires dans cet établissement et je suis partie. Mais j'ai trouvé très très bien qu'ils comprennent qu'il puisse y avoir une évolution de carrière. Et je pense qu'un des problèmes aussi des enseignants, c'est que ils se sentent parfois, ils ont envie d'évoluer. Et c'est vrai que si les chefs d'établissement ne pensent, ils font cette gestion des ressources humaines en direct, c'est vrai. Et s'ils ne la pensent que dans le cadre de l'établissement, je pense que ça peut avoir ses limites pour certains enseignants. Qu'il faut accepter de guider hors de l'établissement, mais toujours voilà, en lien avec l'éducation et l'enseignement. C'est quand même aussi, c'était mon cas, j'espère. Ouais, c'est cette gestion finalement, le juste milieu entre le collectif, il faut savoir gérer, encourager, et puis ne pas nous oublier la gestion individuelle pour l'évolution des carrières. Christine Moreau-Canet, on revient sur l'établissement formateur, si vous voulez bien. Vous avez tout à l'heure évoqué le collectif, vous avez commencé à montrer le rôle du chef d'établissement. Selon vous, quelles seraient les conditions de réussite? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse fonctionner, un établissement formateur, de votre point de vue? Alors, pour qu'un établissement formateur... C'est une question, hein. Oui, sans être normative, on l'a bien vu, pas de modèle. Alors, chez vous, on va dire ça, voilà, chez vous, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour que ça marche? Je vais peut-être rebondir sur un des premiers aspects évoqués par Anne Barrère, qui est la question de la GRH. Parce que effectivement, ça rentre en compte. C'est la façon dont on gère les ressources humaines dans l'établissement. C'est un des aspects aussi de l'établissement formateur. C'est un des aspects et c'est un des rôles du chef d'établissement. Après, pour j'essaie de rendre un établissement formateur. Alors la question est assez vaste, mais je vais la prendre sur un point de vue peut-être particulier, un point de vue qui me tient particulièrement à cœur en ce moment et que je travaille particulièrement en ce moment. Voilà. C'est donc vraiment la question, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la notion de territoire, c'est-à-dire de réfléchir au niveau d'un territoire, comment on mutualise les ressources pour engager l'établissement dans une formation des personnels. Alors, je vais parler notamment d'une expérience qui rejoint un peu des éléments qu'on a abordés tout à l'heure. Nous avons mis en place avec un collègue sur la même commune, nous sommes 2 établissements, enfin 2 collèges sur la même commune, et nous avons mis en place un groupe d'analyse de pratique. C'est pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et ce groupe d'analyse de pratique est inter-établissement et interdisciplinaire. Et là, j'avoue que ça propose aux enseignants de pouvoir justement parler de ces difficultés qu'ils ont pu rencontrer personnellement dans la classe et se rendre compte qu'ils ont des collègues qu'ils considéraient d'une certaine façon, avec l'idée qu'ils n'étaient pas tout à fait dans le même type de pratique professionnelle, mais en fin de compte, ils partagent les difficultés. Elles peuvent être dites à l'école. Enfin, c'est important. Je pense que ça, c'est une des conditions majeures, c'est de pouvoir dire les difficultés que l'on rencontre quand on est enseignant aussi. Et du coup de pouvoir en parler ensemble pour trouver des solutions ensemble. Donc je pense que peut-être que le premier rôle d'un chef d'établissement pour devenir un établissement formateur, c'est à la fois de considérer cette dimension GRH de l'évolution de carrière, mais aussi de prendre en compte la question des difficultés que peuvent rencontrer les enseignants dans leur pratique professionnelle et de leur donner des espaces où réellement ils peuvent échanger. Alors notamment avec mon collègue, c'est une formatrice de l'ESP qui anime ce groupe d'analyse de pratique. On a par exemple choisi, mais en discutant avec les enseignants, de ne pas être présent dans un premier temps
nous, donc d'accepter que dans nos collèges, on puisse aussi avoir ce type d'échange. Donc il faut oser, j'avais envie de reprendre, il faut oser à la fois effectivement se donner la possibilité qu'il y ait des conflits entre les personnes, parce que quand on va échanger sur des pratiques, on va peut-être pas être d'accord, donc il faut accepter aussi cette idée, mais mais des conflits normalisés, normés, dans le sens qu'ils ne vont pas diviser, et puis prendre le risque aussi de laisser l'expression possible à l'école. Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est une question qui nous arrive sur le forum d'Académie de Rennes, est-ce que vous ne pensez pas que la problématique des moyens, la DSG par exemple, la disparition sous une certaine forme des heures qui permettaient de rétribuer des engagements individuels des enseignants, est-ce que ça ne vient pas perturber les dynamiques que vous essayez de mettre en place? Je vais répondre non et sans langue de bois. Non, parce que là encore, bien sûr, il n'y a pas besoin de tant de moyens que ça pour faire des choses. Voyez, dès lors qu'on mutualise les ressources, dès lors qu'on s'inscrit dans une inventivité, qu'on travaille sur un territoire, les moyens, je vous assure qu'on peut toujours les trouver, les ressources, on les trouve. Parce qu'on peut les partager. Les établissements ont suffisamment aussi de marge d'autonomie pour pouvoir... Ça ne demande pas des moyens. Ce groupe d'analyse de pratique, par exemple, ça nous demande très peu de moyens financiers. Vous voyez, et pourtant, c'est un projet sur 3 ans. Mais on a trouvé d'autres façons, justement, de le mettre en place. Donc ça ne peut pas être une question de moyens, c'est une question d'envie. Peut-être aussi une capacité à analyser votre contexte et à profiter des marges qui vous sont offertes et des moyens dont vous disposez. Exactement. C'est-à-dire, c'est ça aussi sortir, ça c'est, je pense, un des rôles du chef d'établissement, c'est d'identifier les ressources. D'abord les ressources en interne, parce qu'effectivement, un professeur qui prépare une thèse, est-ce qu'il ne peut pas apporter quelque chose à l'établissement aussi, en plus de sa formation personnelle, mais repérer aussi les ressources sur un territoire. Il y a des tas de moyens aussi, d'avoir des moyens. Moi, je sais que j'avais fait, par exemple, un projet où j'avais demandé des moyens à la Fondation de France, ce qui m'a permis de mettre en place un projet, une formation des enseignants pour éviter les situations de décrochage pour les élèves. Voilà, donc des moyens, on peut en trouver, au-delà des moyens horaires des établissements. Il y a des moyens périphériques. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect que vous avez évoqué toutes les deux, le projet que vous nous avez présenté d'analyse de pratique, Richard Witorski. Ça ne se fait pas quand même comme ça. Il y a des conditions qui font que l'analyse de pratique professionnelle est effectivement formatrice. Vous pourriez revenir un petit peu sur cet aspect-là? Alors, si on entend par analyse de pratique de façon globale, notamment l'exercice de la pratique et la mise en objet de ces pratiques collectivement. De cette pratique, oui. Et c'est vrai que derrière, j'aurais envie de répondre de la façon suivante. Je pense qu'au travers des propos, il y a une question qui se pose quand on parle de l'établissement formateur, c'est à quelles conditions, par exemple, l'activité est-elle une occasion d'apprentissage. Oui. Et donc ça croise l'analyse de pratique, mais pas seulement, pas que. Et collective. Oui, c'est ça, absolument. Et donc, je pense, j'aurais développé peut-être 4 points ou 4 idées assez simples concernant les rapports entre activité et apprentissage. Et puis, on va voir comment se situe peut-être la place de l'analyse de pratique et peut-être d'autres formes aussi que l'analyse de pratique. Première idée, c'est vrai que la conduite de l'activité elle-même, beaucoup de travaux le montrent depuis longtemps. On pourrait faire des détours assez précis par certains travaux menés dans d'autres milieux d'ailleurs d'activité que chez nous, montrent que le fait de faire quelque chose, d'exercer une activité professionnelle, suppose des ajustements au quotidien qui sont à l'occasion d'apprentissages que beaucoup appellent des apprentissages incorporés, qui passent en quelque sorte, qui se font naturellement, mais qu'on n'arrive pas à identifier. Certains appellent cela des compétences incorporées, qui ont des dimensions très, très gestuelles, très liées aux postures, mais aussi aux affects et aux émotions. Et la question, ça me permet d'ouvrir une parenthèse et de la fermer juste après,
la question des émotions est centrale dans l'apprentissage des activités qui sont les nôtres. Et c'est vrai qu'on aurait besoin aussi un élément supplémentaire pour plaider en faveur de la mise au travail ou la remise au travail de l'activité professionnelle en formation, c'est de travailler cet aspect-là, qui n'est pas finalement tellement travaillé en formation. Or, c'est assez central. Sur l'intime aussi de la classe. Voilà. Deuxième idée, assez simple, c'est vrai que dès lors qu'on développe des apprentissages très incorporés aux situations, on n'est pas capable de les identifier. De les identifier a priori pour les transférer à d'autres situations, les améliorer, les enrichir, ou les transférer, les communiquer à d'autres. D'où l'intérêt, je rejoins la question de l'analyse de pratique, que de socialiser, de mettre en mots. Souvent, ça suppose d'ailleurs un questionnement mutuel pour faire en sorte que les uns et les autres puissent apprendre et puis soi-même qu'on puisse prendre conscience de ce que l'on fait. Et donc l'idée est assez simple, c'est que l'activité, dès lors qu'elle fait l'objet d'une analyse par son auteur, devient un objet d'apprentissage. Et donc l'analyse de pratique est sans doute de ce point de vue-là intéressante, mais il y a des conditions. Alors il faudrait un peu plus de temps sans doute pour les développer, mais des conditions de mise en confiance, aussi le fait que les propos tenus restent au sein du groupe, etc., etc. Troisième idée que je voudrais développer, c'est que l'activité est occasion d'apprentissage aussi par le biais de la transmission professionnelle entre les pairs, les collègues. Il y a plein d'occasions de transmission professionnelle, bien entendu, souvent des situations informelles, de rencontres en fin de journée, le midi, au déjeuner, etc. Et donc, quatrième idée, on sent bien quels sont les moyens qu'on peut organiser ou favoriser pour rendre possible le fait que cette activité soit occasion d'apprentissage. Par exemple, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, dans les établissements, on imagine bien que un travail qui consisterait à favoriser ou bien le travail collectif ou l'accompagnement entre pairs, par exemple, sur des questions particulières, des visites croisées de classe, de situations, de moments de classe, ou tout simplement ce qu'appelle, notamment je pense aux travaux d'Yves Clos, des moments d'échange ou de disputes professionnelles, disputes au sens de on en discute ensemble, qui peuvent être des moments aussi qui consistent à envisager d'autres possibles. Et côté formation, on peut penser aussi à outiller davantage les étudiants, les stagiaires, mais aussi via la formation continue, les enseignants en poste, avec des outils d'analyse du travail qui permettent justement de mettre à distance cette activité qu'ils déploient au quotidien pour qu'elle fasse apprentissage. Autrement dit, s'il n'y a pas une mise au travail de l'activité, il est difficile qu'elle fasse spontanément apprentissage. Apprentissage, évidemment. On se tourne tout doucement vers la fin de cette émission. Il faudrait qu'on garde un tout petit peu de temps pour que chacune d'entre vous ait une minute pour essayer de conclure de son point de vue. Régis Mallet, si vous deviez retenir ou faire passer un message en conclusion, ce serait lequel ? Écoutez, il me semble que l'un des enjeux aujourd'hui dans le contexte de l'école française, mais au-delà, c'est que nous avons affaire à un renouvellement massif de la profession et qu'on a de plus en plus affaire à une profession de jeunes enseignants. Donc, vous savez que dans un certain nombre de pays, nous on est moins touchés parce que les formes de recrutement et le statut des enseignants protègent peut-être de ce genre de problèmes. Dans beaucoup de pays, le métier a du mal, ou la profession a du mal à recruter et a du mal aussi à retenir les enseignants. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui, du fait de l'évolution de l'activité, du fait aussi d'un choc qui est lié à la découverte de ce qu'il est, ont tendance à s'en éloigner. Donc il me semble qu'il y a des enjeux à la fois en termes de professionnalisation, d'attirer les enseignants, de concourir à leur épanouissement professionnel. La professionnalisation, on parlait d'éléments techniques, c'est aussi créer les conditions que les enseignants, on leur donne l'occasion d'approfondir leur expertise, de créer les conditions aussi d'opportunités de mobilité professionnelle. Tous ces éléments qui finalement, pour des enseignants qui entrent en carrière, sont aussi importants pour se développer et persister et progresser dans l'emploi. Anne Barrière ? Moi, j'insisterai un peu conformément aux recherches que je mène sur le terrain, au fait que l'enjeu qui me paraît important, c'est que la professionnalisation soit une manière de permettre aux enseignants de répondre
en collectif à des épreuves qu'ils peuvent ressentir comme surindividualisées. D'une part en raison de la structure actuelle, de la classe, où on est seul, mais aussi en raison de politique. Par exemple, l'idée qu'on est responsable de ses résultats, qui peut peser de manière très individuelle. Ou bien aussi un aspect qui me tient à cœur, l'idée qu'on est en charge de prescriptions qui paraissent très idéales du métier. Et si je terminerai, c'est sur le fait que je crois que ce mouvement de professionnalisation doit rester totalement associé au travail réel et totalement en prise avec ce travail réel et sans céder trop au discours de l'organisation. Richard, deux mots dans ce sens-là. pour conclure. 2 mots, 2 points alors. Premier point, je vais tout à fait dans le même sens qu'Anne Barrère. Je crois que le titre de l'émission, c'est la professionnalisation des enseignants. On est entré ou on entre, mais même si on ne l'a pas fait ainsi dans nos échanges, par effectivement le projet de l'institution. Et on voit bien que ce projet de l'institution renvoie à une certaine image du métier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'exigence de professionnalisation, elle est du côté de l'institution. Le besoin de métier, il est du côté des personnes, et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une rencontre dans les plans de formation entre la façon dont le métier se déploie au quotidien et le projet institutionnel de professionnalisation. Puis le deuxième point très très rapide, mais c'est vraiment en lien, je pense que ça transparaît de tout ce nous avons dit ici. On a besoin de penser la formation de façon globale entre la pré-professionnalisation, la formation initiale qui n'est limitée qu'à 2 ans et donc très courte, et l'ensemble de la formation continue et la place des établissements dans cette formation tout au long de la vie. Christine Moreau-Canet, un mot pour vos collègues qui préparent le concours. Le mot de la fin pour les collègues qui préparent le concours de personnel direction, c'est que le rôle du chef d'établissement, ça peut être, pour répondre à cette question, de favoriser le travail collaboratif et notamment les projets interdisciplinaires qui sont un levier extraordinaire et formidable. Voilà. Donc les projets interdisciplinaires, et puis de faire confiance aux professeurs, au personnel enseignant, de faire confiance en leur expertise et en leur intelligence. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à l'équipe technique. Merci à l'équipe du collège Gérard Philippe de Niort de nous avoir permis de les rencontrer.